Bonjour à ceux qui nous rejoignent et puis pour ceux qui sont avec nous depuis 6 heures, eh bien, on continue la matinale et là, dans le second temps de parole, on va parler mobilité, on va parler élection sénatoriale avec Daniel Zaidani. Rebonjour Daniel Zaidani. Rebonjour, toujours un plaisir d'être toujours parmi vous. Alors, on va parler mobilité, deuxième phase des travaux de Caribus qui ont commencé il y a une dizaine de jours maintenant, nouveaux bouchons et congestion, cette fois de la zone nord de Mamoudzou et notamment Kawéni, le poumon économique de Mayotte. Donc là, c'est une autre histoire. Les navettes de l'Académa ne vont pas à elles seules régler le problème des poids lourds. Le conseil départemental dont vous êtes élu avait promis qu'au 1er janvier, nous aurions une navette entre le port de Longoni et Dzaoudzi pour que les poids lourds qui doivent s'y rendre n'aient pas à traverser Mamoudzou. On est mi-mai. Plus de son, plus d'images sur ce dossier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en termes de mobilité avec la question de la mobilité au conseil départemental? Alors, moi, je suis un petit peu comme vous. Vous savez, les élus de la majorité travaillent dans une très grande opacité. Effectivement, il y a les délibérations que nous prenons tous ensemble. Il y a les orientations qui sont données. Ensuite, il y a l'action qu'ils font. Et cette action, vous l'avez bien compris, ils préfèrent le faire entre eux, un petit entre-soi dans lequel on ne souhaite pas voir le soutien d'autres élus. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai toujours été assez surpris d'entendre les élus qui sont dans ces exécutifs depuis 2015 dire et reconnaître qu'effectivement 26 élus, ce n'est pas assez pour mener tous les chantiers de Mayotte, mais qu'il en faudrait plutôt 51. Donc c'est un petit peu le projet que défend Tani à ma demande depuis 2014. Mais malheureusement, force de constater que même sur 26 élus, l'exécutif mené par les Républicains, c'est de travailler dans un entre-soi de 18 personnes, mais qui permet finalement de ne pas bien faire les choses. La réalité, c'est que oui, mettre en place un transport maritime, c'est important, de l'améliorer, de l'accentuer. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ce sera vers une DSP et donc vers un privé, ou est-ce qu'on doit renforcer le service du STM qui appartient au conseil départemental? Pour ma part, le choix est clair, et c'est celui que je défendrai toujours, c'est celui de renforcer le STM et d'améliorer le STM. Mais c'était ce qui était sur cette navette qu'Ali Omar avait annoncé entre Dzaoudzi et Longoni-Dzaoudzi, c'était une navette du STM avec des agents du STM. Donc c'était sur cette logique-là qu'était partie la dynamique. Je vous rappelle qu'il y a un mois, lors de la séance plénière, le président nous a présenté un rapport que je n'ai pas voté avec mon groupe concernant l'idée de mettre une société, peut-être une SPL, peut-être une société d'économie mixte, peu importe, mais en tout cas, l'idée de mettre comment on appelle ça déjà? Une nouvelle entité, juridique et économique. Juridique et économique, mais qui serait chargé du transport. Là-dedans, il y aurait le transport scolaire, il y aurait les transports maritimes, il y aurait le transport terrestre dans son ensemble, donc avec éventuellement un président qui serait élu, peut-être sûrement rémunéré, comme c'est le cas aujourd'hui avec la SPL 976. Donc on voit bien que les priorités seraient de rendre privé le STM. Mais pour ce faire, ça va prendre du temps. Tout cela va prendre du temps. Et moi, je crois très sincèrement que aujourd'hui, ça fait 2 ans bientôt que l'exécutif est là, mais on ne peut pas être encore dans une phase hypothétique, analytique. Je crois que quand on arrive au conseil départemental et qu'on se bat pour avoir la présidence du conseil départemental, on doit arriver avec des idées claires sur ce qui doit être fait à Mayotte parce qu'on perd trop de temps. On perd trop de temps. C'est un petit peu à l'image de ce qui se passe à Chirongui. On ne peut pas dire que Rukia Lahadji est mauvaise et lorsqu'on arrive, pas faire mieux. Enfin, se faire pire là, quand même. Pas faire mieux. Voilà, vous comprenez. Là, c'est bloqué, donc il n'y a plus rien qui se passe à Chirongui. Alors, moi, j'ai vu quand même, je le rappelle parce que c'est important, lorsqu'il y a eu les élections départementales,
tous les candidats, il y en avait quasiment une centaine, tous les candidats parlaient du transport, des difficultés de se rendre à Mamoudzou, de la nécessité de mettre du transport maritime, etc. Aujourd'hui, il appartient vraiment à cet exécutif qui majoritairement sont sur l'extrémité de l'île. Vous voyez, Kanikeli, Akwa, Samboro. Samboro, c'est une majorité de gens qui viennent des extrémités, qui connaissent les bouchons, et pour autant, ils ne sont pas proactifs sur cette question-là. Moi, je comprends le président de l'Académa qui veut booster les choses, mais il faut en même temps qu'il fasse attention. Parce qu'à vouloir monter plusieurs chevaux en même temps, simultanément, en demandant des ressources financières simultanément, il est possible qu'à un moment donné, il soit confronté à la banqueroute. Donc là aussi, il va falloir qu'il a des bonnes idées, qu'il a la nécessité d'accélérer, mais il doit comprendre qu'il doit travailler avec le conseil départemental. Mais qui ne veut pas travailler avec lui. Aujourd'hui, Marius, il est LR, Ben Issa, il est LR. Personne ne comprendrait qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble pour mettre en place un transport en commun. On ne peut pas d'un côté entendre que le conseil départemental se prépare à mettre en place un réseau maritime et en parallèle entendre que l'Académa se prépare à mettre en place un réseau maritime alors que tous les deux ne parlent pas du même projet. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais voilà. vous allez, sans parler des navettes maritimes, vous bougez juste un petit peu, vous allez à Tingoni. Tingoni, centre commercial qui est en train de se construire. Vous avez donc la commune de Tingoni qui est entre guillemets à la manœuvre pour mettre en place cette infrastructure. Un besoin de route. Ali Abdou, qui était à votre place il y a moins de 10 jours, il expliquait que le conseil départemental est défaillant et ne vient pas autour de tables et financiers et techniques pour mettre en place les routes dont la commune a besoin. Et pourtant, pareil, la commune Mohamed Bakar était et est toujours LR. La majorité LR, ça marche pas. Donc on peut pas avoir envie de travailler avec des gens qui veulent pas travailler avec vous. Faut quand même avancer. Écoutez, moi, moi qui suis je vais pas dire dans les secrets des dieux, mais lorsqu'il s'agissait de constituer une majorité, nous avons essayé. Je vous le rappelle que j'avais fait campagne en disant que je prenais le changement, d'accord? Les Mahorais ont voulu le changement puisque la grande majorité des élus qui ont été choisis par la population ont fait le choix du renouvellement, donc du changement. Et pour autant, les LR et tous les apparentés LR se sont battus pour garder le cap. Oui. Donc aujourd'hui, Marius fait partie de ces personnes qui s'est battu pour garder le cap. Il a même d'ailleurs contribué puisqu'il a mis à disposition son épouse dans cette majorité. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses. Ces gens-là se sont battus pour constituer une majorité autour de Ben Issa. Ils ont mis à disposition toutes leurs ressources pour pouvoir constituer cette majorité. Le parti LR s'est mobilisé autour de Ben Issa. D'accord. Même encore pas plus tard qu'il y a un mois, ils se sont mobilisés pour avoir un nouveau vice-président. LR. Mais alors, donc, justement, encore une fois, il ne faut pas venir m'expliquer après que lorsqu'il s'agit de faire les projets, les mêmes qui se battent pour avoir le pouvoir sont incapables de s'entendre. Non, ce n'est pas possible. Par ailleurs, je tiens à rappeler quand même que, par ailleurs, il y a en plus des gens qui ne sont pas LR qui se battent pour entrer dans la majorité. Je veux dire, à un moment donné, tous ces gens qui rentrent dans la majorité, qui veulent que la majorité reste en place, nous expliquent pourquoi. Quel est le but, c'est quoi? Parce que nous, on constate effectivement, comme vous le dites, qu'il y a des projets structurants importants qui ne se mettent pas en place, que ce soit à Tingoni, que ce soit sur les transports dans le Grand Mamoudzou, c'est très important aujourd'hui. Que ce soit maintenant sur les projets structurants du territoire, on voit que les projets n'avancent pas par faute de collaboration avec les partenaires. Alors, les mêmes partenaires qui font tout pour que ces personnes restent au pouvoir. Donc, à un moment donné, qui nous expliquent pourquoi se battent-ils pour avoir le pouvoir? Parce que quand même, vous n'allez pas me faire croire que tous ces gens qui veulent absolument être autour de Ben Issa, c'est juste pour partir en déplacement en Martinique, à Madagascar, à Paris, à La Réunion. Parce que ça marche très bien. Alors,
Daniel Zedani, le 24 septembre, sont les élections sénatoriales. Vous venez de nous dresser un panorama politique qui est le vôtre du partage de pouvoir sur le département. Mohamed Bakar a été condamné au tribunal judiciaire il y a quelques jours, avec une exécution provisoire de sa condamnation. Il a été non seulement destitué de son mandat de maire, mais en même temps, il ne peut pas être candidat aux élections sénatoriales. Ça rebat les cartes des élections sénatoriales. Ben, écoutez, c'est certain que c'était un candidat qui comptait, puisque quand même c'était un maire, donc il y a une commune. Vous le savez aujourd'hui, au-delà des partis, ce sont plutôt le mouvement, c'est les mouvements vraiment communaux qui mènent la danse dans ces élections Oui. Sénatoriales. Moi-même, n'étant pas membre d'une commune, je me voyais pas m'aventurer dans cette élection, tant bien même que je pense avoir des qualités requises pour tenir le poste. Mais comme vous le savez, ce n'est pas forcément les qualités qui priment dans les votes à Mayotte. Donc aujourd'hui, effectivement, l'impossibilité au maire de Tingoni d'être candidat, c'est certain que ça peut ouvrir des nouvelles perspectives, en tout cas pour les autres candidats restants. Comme vous l'avez dit, ce sont les élus locaux qui votent. Hein. C'est une élection qui n'est pas au suffrage universel direct. Donc, ce sont les élus locaux qui vont voter. Est-ce que les difficultés que rencontrent aujourd'hui les communes avec le conseil départemental et donc avec les LR peuvent avoir une incidence sur la manière dont le paysage électoral va se reconstituer face à cette situation? Autrement dit, est-ce que les grands électeurs, profitant du fait qu'un candidat LR ne puisse plus être candidat, ne se détournent complètement des LR pour choisir d'autres candidats? Ben, c'est d'abord au LR de nous le dire très rapidement, parce que soit ils s'enferment dans une stratégie LR, et donc à ce moment-là, ils désignent un nouveau candidat pour rejoindre la candidature de Zaïdou Tavandaï. Et donc, ils sont dans un binôme. Donc, en fin de compte, soit on vote pour les LR, soit on ne vote pas pour eux. Mais si on doit voter pour les LR, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire le bilan de ce qui se passe. On voit comment ils plantent les mairies. On voit l'inaction qui se passe au niveau du conseil départemental. On voit également comment, dans certaines intercos, ils n'arrivent pas à travailler avec les autres collectivités. Donc, je pense que véritablement, aujourd'hui, qu'il y a un vrai problème LR. Donc, effectivement, en tant qu'électeur, on est en droit de se poser la question, faut-il donner plus de pouvoir aux LR pour faire quoi? Voilà, c'est ça la vraie question. Mais à défaut, s'ils font le choix de rester uniquement sur la candidature de Zaïdou, ça veut dire qu'automatiquement, il crée une ouverture de dialogue, il crée une ouverture de partenariat. Et là, à ce moment-là, les choses sont ouvertes. Vous savez, moi, personnellement, j'appartiens à un groupe au niveau du conseil départemental, hétéroclite. Chacun a son étiquette politique. Maintenant, tous les vendredis, si un candidat souhaite venir nous présenter leur candidature, nous le recevrons, nous serons à cette écoute. Nous ne sommes peut-être pas un groupe aussi important que peut l'être une municipalité, mais nous sommes quand même un groupe qui avons chacun d'entre nous son propre réseau d'écoute. Donc, ça, on peut avoir quand même une certaine influence. Donc, je lance un appel à des hauts candidats de venir nous voir pour nous présenter leur projet. Déjà, un certain nombre de candidats l'ont déjà fait et cela m'a permis, à titre personnel, déjà de me positionner. Ah, donc vous avez choisi pour qui vous allez voter et qui vous allez soutenir? Ben, aujourd'hui, je n'ai pas fait un choix total. Oui. Parce que vous avez 2 voix, hein, c'est ça? Effectivement, on a 2 voix. Chaque électeur a 2 voix, la possibilité de choisir 2 personnes. Pour ma part, à titre personnel, moi qui suis élu depuis 2011, qui connais maintenant bien les rouages politiques, qui sait quelles sont les attentes, en tout cas qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sénateur, puisque je rappelle quand même que je travaille depuis 2011 avec les sénateurs de Mayotte, et je sais que pour être un bon sénateur, il faut préalablement avoir une bonne connaissance des collectivités, que ce soit celle du département, parce qu'on le voit par exemple avec le sénateur Tani, qui travaille en étroite collaboration avec le conseil départemental, puisque nous avions porté un projet
ensemble, notamment sur la réforme, la révision du mode électoral au niveau du conseil départemental. C'est un projet que nous avions monté initialement ensemble en 2014. Donc ça nécessite pour cela qu'il y ait une bonne connaissance par le futur sénateur de la collectivité départementale. Il faut également, parce que le sénateur doit accompagner les communes, avoir une bonne connaissance des communes. Et idéalement, il faut aussi connaître les intercos, parce qu'il y a d'un côté les parlementaires, députés qui travaillent pour le peuple. Donc, il faut avoir une bonne connaissance du territoire de Mayotte. Mais pour les sénateurs, il faut avoir une bonne connaissance des collectivités. À l'occurrence, lorsqu'on regarde le panel des candidats que nous avons aujourd'hui, à mon sens, et ça c'est mon analyse, nous n'avons qu'un seul et un seul candidat qui connaît parfaitement le conseil départemental, qui connaît parfaitement les communes, qui connaît parfaitement les intercos. Et parce que ce candidat a été président du conseil départemental, parce que ce candidat a été maire, et qu'il a même été pendant 2 mandats, et parce que ce candidat a été également président de l'association des maires, et aujourd'hui, il est également président d'une interco. Donc moi, quand on dit qu'on a besoin d'avoir des gens compétents à Paris, mais pas des gens qui restent silencieux parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'osent pas parler, parce qu'ils vont en apprentissage, pour ma part, compte tenu du retard que nous avons à Mayotte, moi, je considère que la personne que nous devons prioritairement soutenir dans cette campagne, c'est Saïd Omar Wali. Vous le savez, j'ai mes problèmes personnels avec Saïd Omar Wali, parce que, on va dire qu'on ne s'est pas toujours entendu sur tout. Clairement, on est même en opposition sur beaucoup de choses. Mais je considère que l'élection sénatoriale n'est pas une élection de parti. C'est une élection d'abord pour le pays de Mayotte. Et nous avons besoin d'avoir des représentants à Paris qui soient en capacité de défendre les collectivités de Mayotte. Il ne faut pas faire de ces sénatoriales l'occasion d'envoyer ses copains ou l'occasion d'envoyer quelqu'un de son parti. Il s'agit pour ces sénatoriales d'envoyer quelqu'un qui soit capable de défendre Mayotte. Pour ma part, la personne la mieux positionnée de tous les candidats, on peut les lister si vous voulez, la personne la plus compétente qui est élue depuis 2000 sans discontinuité, ça veut dire que son canton, sa commune le fait confiance. Il est élu au premier tour. Je ne sais pas qui fait mieux sur le territoire. Ça veut dire que vraiment le travail qu'il fait, en tout cas dans l'abattoir, est reconnu par les laboratoriens. Oui. Et lorsque je sais qu'à l'abattoir, c'est le fief des Soroda. C'est pas un village comme ça, l'abattoir. C'est là où est né le MDM. C'est là où se trouvent les plus grands Soroda historiques de Mayotte. Donc, on peut dire ce que l'on veut, mais force de constater que sa population lui fait confiance. Qu'il soit MDM ou qu'il soit NEMA, il est élu au premier tour. S'il est élu au premier tour, c'est que tout le monde vote pour lui. C'est une réalité. Ce sera le second mot de la fin de la journée. Et pour ma deuxième voix, j'attends encore, pour les autres qui sont, à mon sens, un cran en dessous, qu'ils viennent vers nous, qu'ils viennent nous proposer ce qu'ils veulent faire, qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire. Mais ce qui est important dans ce contexte de Wumbushu, je pense qu'il faut surtout prendre un élu qui a à cœur de défendre Mayotte et les Mahorais. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.